Coucou tout le monde! Bon, bah me voilà sur YouTube maintenant. Aujourd'hui, l'idée c'était que je parle un petit peu des books. Notamment là pour les classes de prépa. Il y a peut-être des choses qui pourraient être valables aussi pour ceux qui ont plutôt envie de parler des books pour les stages, mais éventuellement je pourrais refaire un truc pour cela. Là ce serait plutôt pour les books, pour rentrer en fait, pour passer les concours, pour rentrer dans les écoles supérieures. Donc mon idée c'était en fait de vous faire un petit retour sur mon book à moi, de 2009 du coup, quand je suis rentrée à l'école des Gobelins. Pourquoi mon book? En fait c'est tout simplement parce que c'est le seul book sur lequel j'ai tous les droits. Et deuxio, mine de rien dans ce book il y a des défauts et des qualités, et du coup je me suis dit que ça pourrait au final faire une petite critique assez équilibrée. Donc ce que je vous propose, c'est que on fasse un peu le tour de mon book, et comme ça en même temps je vous fais à la fois des commentaires et des critiques sur aussi bien le fond que la forme, et comme ça à la fin on fait une petite conclusion et on voit ce que ça donne. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Alors, souvent déjà la première question c'est quel format? A4, A3, quel format on choisit? Donc ça déjà ça dépend des écoles, parce qu'il y a des écoles qui imposent en fait un format. Bon, quand il y a une école qui impose un format, évidemment vous le faites dans le format qui est imposé. Pour les écoles qui n'imposent pas de format, évidemment ça va être à vous de décider ce que vous choisissez. Qu'est-ce qui va le mieux mettre en valeur votre travail? C'est pas dit que en grand tout soit bien mis en valeur. Et à l'inverse, c'est pas dit que en petit tout soit bien mis en valeur. Donc ça va complètement dépendre de chacun de vous et du type de travaux que vous avez. Évidemment, n'hésitez pas à en parler directement avec vos profs, avec plusieurs profs, pour voir qu'est-ce qui au final serait le mieux pour vous. Moi du coup, on voit qu'à l'époque, mon book il était en format A4. Deuxièmement, ensuite, la question qui vient souvent, c'est le nombre de pages. Alors là aussi, vous allez voir, il y a certaines écoles qui imposent un nombre de pages. Donc encore une fois, c'est pareil, hein, vous faites le nombre qui est imposé. S'ils donnent une fourchette entre, on va dire, entre 10 et 15 pages, ou un truc comme ça, dites-vous bien que le maximum qu'ils vous donnent, c'est vraiment le maximum qu'ils peuvent accepter, qu'ils peuvent gérer. C'est un indice qu'ils vous donnent. S'ils vous disent pas plus de 15, ça veut dire qu'au-delà de 15, soit ils n'auront pas le temps de corriger, soit ils trouvent que si vous n'avez pas dit ce que vous avez à dire en 15 pages, ça compte pas, soit ils n'arrivent plus à se concentrer au bout de plus de 15 pages, et donc c'est 15 pages et pas plus. Donc n'en faites pas plus que ce qui est dit, que ce qui est donné. Ce ne sera pas forcément perçu comme waouh, il a trop bien travaillé, il a fait du travail en plus et tout. Ça pourrait en fait finalement plus vous coûter des points que vous en faire gagner. Donc ce serait plutôt dommage. Donc quand il y a un maximum qui est donné, ne dépassez pas le maximum. Quand il n'y a pas du coup d'indication de nombre de pages, encore une fois, ça va être à vous de décider. Et là, la question combien de pages est-ce que je dois mettre dans mon book, ça reviendrait un peu à poser la question combien de mots est-ce que je dois mettre dans une bonne phrase? Je sais pas en fait, ça dépend de ce que tu as à dire. Donc là, la réponse est la même. Combien de pages je dois mettre dans mon book? Ça dépend de ce que tu as à dire. Ça sert à rien de bavarder, ça sert à rien d'en mettre trop pour au final ne rien dire de plus que ce que vous aviez déjà dit dans les premières pages. Ça sert à rien de se répéter. Et évidemment, il faut quand même nous donner de quoi un peu alimenter la conversation et savoir de quoi on parle. Donc voilà, il va falloir encore une fois trouver un équilibre là-dessus, et encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à vos profs et à différents profs pour voir justement ce qu'ils jugent du plus pertinent. Le but dans ce book, c'est d'être pertinent, encore une fois, de savoir dire ce qu'on a à dire dans le nombre de pages qui est nécessaire. Encore une fois, pour certains, ce sera peut-être 20 pages, pour d'autres, ce sera peut-être 30, ça va dépendre de chacun, mais ça ne veut pas dire que celui qui a que 20 pages, il a un book pourri. Non, ça veut juste dire qu'il a été très efficace dans sa façon de communiquer son travail. Il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter si on n'a pas un bottin, un annuaire comme ça en guise de book. Moi dans celui-là j'ai compté, si je compte, alors la couverture elle compte pas évidemment, si je compte en termes de 1 page, 2 pages, 3 pages, ça fait que dans mon book on a 32 pages. 32 pages c'est déjà pas mal.
Pourtant le book il est quand même hyper fin. Donc là j'entame avec du modèle vivant en fait, avec du nu. Donc on a des premières pauses de 1 à 20 minutes. Je vais essayer de séparer en fait par temps de pause ou quoi que ce soit. Je trouve pas ça forcément hyper intéressant finalement de classer comme ça les dessins par temps de pause. En tant que jury, on s'en rend bien compte en fait. Quand on voit les dessins, on se doute bien si c'était une pause courte ou si c'était une pause longue. Si on s'en doute pas, bah, on vous posera la question. Bon, en tout cas, vous pouvez les indiquer si vous voulez. Là, clairement, voilà, j'ai indiqué en bas 1 à 20 minutes. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de les classer, vraiment de faire une page de pause rapide, une page de pause longue. Généralement, je trouve que ça complique plus qu'autre chose la mise en page. Déjà, là, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a déjà plusieurs outils. Les outils, ils sont déjà assez variés. Il y a du crayon, il y a du stylo, il y a un peu d'encre, il y a de la gouache. Ici, ça continue pareil. Il y a du crayon, de la gouache, de l'encre. Du coup, ça mélange aussi du noir et blanc et de la couleur. Ça, franchement, vous n'hésitez pas à mélanger noir et blanc et couleur sur une même page. Au contraire, moi, je vous encourage, que ce soit d'ailleurs pour le modèle vivant, pour l'Obs ou pour n'importe quoi d'autre, je vous encourage finalement à mélanger noir et blanc et couleur sur les mêmes pages. Ça fait des pages qui sont assez équilibrées, qui sont plutôt dynamiques. Quand vous avez encore une fois des pages qui sont classées par ou bien couleur ou bien noir et blanc, ça fait que les pages noir et blanc, bah, elles sont toutes tristes généralement. Puis les pages couleur, en fait il y en a trop. Les couleurs, elles se bousculent les unes les autres. La page, elle n'est pas forcément très agréable à regarder. C'est limite un peu agressif, c'est un peu lourd. C'est hyper dommage. Donc au final, mieux vaut mélanger noir et blanc et couleur. Comme ça, la couleur, elle permet de dynamiser un peu les dessins en noir et blanc. Et les dessins en noir et blanc, eux, ils permettent de calmer un peu le jeu et de permettre qu'on puisse vraiment regarder finalement les dessins en couleur. Ok, encore du nu. Là, j'ai enchaîné aussi avec un peu plus de petites études plutôt sur les mains et sur les pieds. Toujours pas mal de variations dans les outils. En fait, j'insiste là-dessus, là, sur la variation sur les outils, parce que c'est quelque chose qui est assez important pour les jurés. Le fait de voir que vous avez testé des trucs, que vous ne restez pas dans votre zone de confort avec tel petit outil que vous connaissez bien et que vous utilisez depuis le collège et tout ça. Là, pendant cette année de prépa, vous êtes censé avoir expérimenté des trucs, testé des trucs, voilà, essayer, tenter. C'est pas grave si vous n'utilisez pas forcément les outils au mieux, c'est pas grave si vous ne maîtrisez pas tout de suite l'encre et l'aquarelle et la gouache et machin, mais rien que de voir que vous avez essayé de faire quelque chose, que vous avez essayé aussi de vous approprier un peu l'outil et de, de faire quelque chose qui soit intéressant, ça compte beaucoup. Donc j'insiste beaucoup sur la variation des outils tout au long de votre book, que ce soit dans les dessins d'observation, et quand je dis dessin d'observation, j'inclus aussi le modèle vivant dedans, que après dans les projets perso. Un petit peu de portrait, pareil, encore une fois du noir et blanc, de la couleur, et ensuite là on arrive plus à les croquis d'observation, modèle vivant et tout ça, mais pas forcément nus. Des petites scénettes que j'ai crobardées. Là clairement il y a des trucs qui datent d'un stage en entreprise que j'avais fait, où j'avais le temps de dessiner des petits trucs. Après on enchaîne aussi avec des croquis faits en voyage, des trucs dans la baie de Somme, des trucs en Italie, ça c'était à Bruges. Alors là il y a pas mal de couleurs, déjà on voit que quand il n'y a pas de noir et blanc, ça prend pas mal hein, quand même. Deuxième petite remarque, vous voyez que je travaille, enfin en tout cas je travaillais sur des carnets Moleskine. La particularité des carnets Moleskine, c'est quand même qu'ils ont des papiers qui sont hyper jaunes. Donc ça, soit vous décidez que vous allez retoucher tous vos dessins pour vraiment essayer de vous débarrasser au maximum de ce jaune là du papier. Clairement, moi à l'époque, en tout cas, j'avais pas dû juger ça hyper nécessaire. Et aujourd'hui encore, quand je regarde ça, je trouve pas ça hyper dérangeant qu'il y ait les carrés jaunes comme ça autour. D'autant plus que j'ai quand même réussi à les arranger d'une manière à ce que ce soit pas trop pénible. Et puis il y a quand même quelques petits dessins qui n'ont pas ce fond jaune qui permettent d'alléger aussi encore une fois un peu la double page. Autre petite remarque, j'hésite pas à mélanger des humains, des architectures, des objets, voire même de la nourriture et un peu d'animaux.
Moi ça c'est un truc que j'aime bien aussi, encore une fois, que j'aimais bien à l'époque et que j'aime bien encore toujours aujourd'hui en tant que jury, c'est quand les pages elles sont assez variées et encore une fois pas cloisonnées par des thématiques comme ça. Alors architecture d'un côté, personne de l'autre, objets, animaux, je trouve ça un peu saoulant. Moi je trouve que ça apporte plus de vie finalement quand les choses elles sont mélangées. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus spontané et de plus naturel. Au final, voilà, on peut un peu s'inventer des petites histoires quand on regarde ce genre de choses. On se dit, ah bah tiens, bah ça c'est les oiseaux qu'elle avait vus dans la baie de Somme. Ah bah tiens, mais ça c'est peut-être quelqu'un avec qui elle est partie en voyage ou qu'elle a rencontré lors de son voyage, ou tout ça, que ce soit vrai ou pas. Et puis on est déjà un petit peu dans une forme de narration finalement, voire même un petit peu de scénographie, ce qui est plutôt pertinent pour l'animation. Encore du dessin d'observation, tout ça c'est toujours encore des dessins faits en voyage, beaucoup de choses faites en Italie. Encore une fois, on voit bien que je mélange les gens, les archis, les animaux, la bouffe. Et ensuite, là ça y est, c'en est fini pour le dessin d'observation. Et là on entre plutôt dans la partie des projets perso et la partie un peu créa. Je vais peut-être aussi déjà refaire une petite mise au contexte en fait de ce book. En 2009, à cette époque, le concours des Gobelins, il était fait de 3 étapes principales, on va dire. En premier, il y avait l'épreuve écrite. La fameuse épreuve écrite du concours des Gobelins, c'était une épreuve assez mythique à l'époque, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, qui n'existe plus. Donc on avait cette épreuve écrite, qui durait toute une journée, et pendant l'épreuve écrite, en fait, c'est à ce moment-là qu'on devait déposer notre book dans une enveloppe et tout ça, avec probablement notre lettre de motivation aussi, CV, diplôme, tout ce genre de trucs. Donc on le donnait au moment de l'épreuve écrite. En fait, l'épreuve écrite, elle constituait la première étape. Tous les candidats qui avaient passé l'épreuve écrite, donc moi à l'époque, je crois en 2009, on devait être autour de 700, peut-être plus même, on va dire 700 candidats. Donc il y a 700 candidats qui passent l'épreuve écrite. Et là, sur les 700, il va y avoir un classement de notes. Et donc, ils ne vont garder que, alors je dis des chiffres un peu au pif, hein, parce qu'en vrai je ne savais pas trop, mais on va dire qu'ils vont en garder 200. 200 sur les 700. Et là, les 200 qui ont été retenus, ceux-là, on va aller regarder leur book. Tous les autres qui n'ont pas réussi les épreuves écrites ont regardé même pas leur book, c'était fini. Le book, donc, constituait la deuxième étape du concours. Donc là, sur les 200 candidats qu'on avait retenus aux épreuves écrites, on regardait leur book, on corrigeait leur book, et puis rebelote, là il y avait encore un classement, puis sur les 200 qui avaient été retenus, et ben bam, on en jartait, et je crois que là du coup à l'époque on n'en gardait plus que 60. Et donc il y avait maintenant 60 candidats qui avaient réussi l'épreuve écrite, puis l'épreuve du book, et qui du coup maintenant étaient convoqués pour la troisième épreuve qui était l'entretien oral, au cours duquel il y avait aussi une analyse de film. Voilà, ça faisait aussi partie du concours oral, je ne sais pas si c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et donc là, maintenant sur les 60 candidats qui passaient l'épreuve orale, là on n'en gardait plus que 25. Et ça c'était les 25 qui constituaient la classe. Donc ça déjà c'est pour le contexte de comment est-ce que le book intervenait un peu dans la sélection. Et la deuxième partie du contexte, c'est que moi en 2009, donc, en fait j'ai déjà fait un diplôme d'illustration. J'ai un DMA d'illustration. Et par contre, j'ai jamais fait aucune étude de cinéma ou de cinéma d'animation. Je redis tout ça parce que là maintenant on arrive à la partie des projets perso et on va voir un petit peu ce que j'avais montré. Le premier projet perso que je montre, en fait, c'est un projet qui s'appelle Kisseker-Sipik. Kisseker-Sipik, en fait, c'était mon diplôme d'illustration. Donc là, j'ai montré finalement à la fois des recherches et puis des illustrations finales que j'avais mis dans mon diplôme. Alors c'est en effet un travail que j'ai fait à partir d'un texte d'Oscar Wilde qui s'appelle L'anniversaire de l'infante. J'aime beaucoup Oscar Wilde et donc moi j'avais décidé de faire mon diplôme d'illustration là-dessus. Et on peut voir en fait que j'avais pas mal cherché finalement, que ce soit en termes de graphisme et puis évidemment en termes de costume. Si vous connaissez un peu Oscar Wilde, vous voyez à peu près sa façon d'écrire. Costume, du maquillage, du décor, des odeurs, des couleurs, des matières. Ça, bon, beaucoup de descriptions, donc c'est vrai que j'avais pas mal travaillé là-dessus. Il y avait du mobilier aussi. Encore une fois, on voit que je mélange pas mal les techniques. Il y a de la gouache, il y a du crayon de couleur.
On voit aussi en fait que à l'époque j'avais essayé de tester un peu des trucs avec des mélanges finalement de photos et d'imagination. C'est-à-dire que je partais de photos d'enfants que je trouvais dans des journaux de mode enfants et tout ça. Pour ce qui concernait les visages, un peu, peut-être même les poses. Par contre, je leur appliquais des vêtements qui étaient soit complètement inspirés d'autres choses, soit qui étaient complètement inventés, soit qui étaient à moitié inventés et inspirés d'autres choses. En tout cas, je faisais un espèce de collage finalement de photos dans ma tête et que je retranscrivais après directement en dessin. J'hésitais pas non plus à mélanger les techniques sur un même dessin. On a de la gouache, du crayon de couleur, du pastel sec. Voilà, donc on voit quand même que j'avais cherché aussi pas mal de graphismes assez différents. Là au début j'étais dans quelque chose d'assez réaliste et puis là je pars sur quelque chose de beaucoup plus cartoon. Là clairement on voit, c'était l'époque où j'étais à fond sur Marie Blair. Encore une fois on a voilà, des petits props, des petits objets, de la vaisselle, des petits cupcakes, des trucs un peu précieux, tout ça. Et puis là, tout ça, des décors qui sont en fait finalement des illustrations finales qu'il y a dans mon book. Tout ça, c'est fait à la gouache, là, tout ce qu'on a. On a eu un peu avant ouais, de crayons de couleur et tout, mais là, tout ça, c'est fait à la gouache, exclusivement. Là, on passe maintenant à un nouveau projet, quoique, parce que en fait, moi je sais très bien que cette illustration, bah, elle fait partie justement du diplôme d'illustration, mais là j'avais décidé de la déplacer ailleurs. Et donc là je tourne, alors celui-là il s'appelle comment? Il s'appelle Viva España. On va reparler de ça, hein, des titres et tout ça. Donc Viva España, ok, alors en fait on voit que je mélange encore une fois du personnage, des animaux et des éléments de décor. En termes de mise en page aussi, j'ai parlé de n'hésitez pas à mélanger du noir et blanc et de la couleur, n'hésitez pas à mélanger des outils différents et tout ça. Un dernier truc, c'est n'hésitez pas surtout à varier la taille des dessins sur vos pages. Il faut éviter d'avoir des dessins qui soient tous à la même taille. Encore une fois, ça hiérarchise pas vraiment bien la lecture du truc, ça met pas en avant un dessin plus qu'un autre et tout. Ça dynamise pas la mise en page. Donc pour essayer de dynamiser la mise en page, eh bien mieux vaut varier la taille de vos dessins. N'hésitez pas à avoir des dessins qui sont vraiment bien plus grands que d'autres. Typiquement là ici, non seulement là au sein des petits personnages qu'il y a à gauche, il y a un peu de variété, et encore bon pas trop, mais c'est surtout bon, le contraste qu'il y a évidemment avec la page de droite. Et la page de droite qui vient en plus un peu grignoter sur la page de gauche. Donc là, ça devient intéressant. Vraiment, n'hésitez pas à faire des pleines pages. Des pleines pages sur une page ou des pleines pages carrément sur la double page. Si vous avez un beau grand décor un peu panoramique, bah n'hésitez pas quoi. Si vraiment ça met en valeur l'image, c'est très chouette. Ça dynamise la lecture du book, ça apporte une certaine respiration. Sur le coup, quand on le fait, on se dit « Oh là là, mais une pleine page comme ça va alourdir énormément le truc, ça va être, ouais, c'est ça va être lourdingue, quoi. » Mais en fait, pas du tout. Une belle pleine page comme ça apporte une sorte de respiration, finalement, que tous ces petits éléments à chaque fois qui s'entassent et qui se suivent les uns derrière les autres. Hop là, ensuite, du coup, on a des petites danseuses de flamenco, et là, on est sur un petit torero. Alors là, on arrive probablement à la page qui est la plus anime de mon book. Comme quoi j'avais quand même essayé de faire des petits efforts. Donc là on peut voir que j'ai fait le tout premier turn de ma vie. J'avais absolument aucune méthode et j'avais fait ça complètement... Enfin j'avais fait ça en tirant des lignes horizontales quoi, et en essayant d'être le plus... de respecter le mieux possible mes lignes, mais bon c'est quand même un peu du feeling. Et en ce qui concerne vraiment le volume, c'était du feeling. C'est vraiment du feeling. Et puis du coup à côté j'ai essayé de faire un peu des facing aussi. Alors pareil, c'était la première fois que je faisais des facing et que j'essayais de rester au modèle. C'est pas terrible, clairement c'est pas terrible, mais bon, sachant que c'était la toute première fois que je faisais ça, je trouve que c'est pas trop mal dans le sens où, bon, et de 1 j'essayais quand même vraiment de varier les expressions, et de 2 j'essayais aussi de varier finalement les angles de vue, et d'avoir certains dessins un peu vus du dessus ou vus du dessous. J'essaye aussi un peu, mine de rien, de jouer sur les stretch and squash. Et j'essaye aussi de jouer avec les épaules. Voilà, il n'y a pas que des petites têtes qui flottent, bon, un peu quand même, mais
Il y a aussi au moins l'amorce du cou et des épaules, et j'essaye un petit peu de jouer comme ça avec les épaules en plus pour donner un peu plus d'expression au personnage. Donc on va dire que c'est un bon début. Et du coup, bah, après j'ai essayé aussi de faire un peu des petits posings, pareil, en essayant de rester le plus au modèle possible. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. Et donc ensuite, là, on passe à Bollywood Party. Alors là, on avait fait l'Espagne, maintenant on est en Inde. Bah, on remarque que j'ai un peu refait la même formule finalement. Il y a des personnages, des animaux et des éléments de décor, props. Voilà, ici des fruits, quoi. Et c'est un peu ma façon finalement de créer une petite cohérence comme ça sur mes doubles pages. Alors ça, clairement, hein, on voit que ça c'est des dessins faits d'après photo. Hein. Les dessins d'après photo, vraiment, vous évitez, quoi. Vous évitez un maximum. Déjà, ça se voit. Ça se voit tout de suite quand vous dessinez d'après photo. Et je vous l'ai déjà dit, en fait, le souci de la photo vis-à-vis de l'animation, c'est qu'une photo, c'est fixe et ça ne bouge pas. Or, vous faites plutôt des projets d'animation, donc des projets qui bougent. Et donc, bah, se servir de photos pour recréer du mouvement, c'est pas forcément le plus pertinent. Alors oui, bien sûr, vous allez trouver des tas d'exemples, de tas d'artistes qui servent de photos pour faire leurs dessins. Mais généralement, ce sont des artistes qui ont bien plus d'expérience que vous et qui ont une maîtrise du dessin et du dessin d'observation qui est excellente. Donc c'est vrai que ces gens-là, eux, ils peuvent en effet très bien arriver à tirer le meilleur d'une photo sans perdre en qualité, en mouvement, en vitalité dans leur dessin. Mais c'est des gens qui sont bien plus forts que vous. Je suis désolée de vous le dire, mais pour l'instant, en prépa, moi je vous déconseille vraiment de travailler d'après photo parce que c'est lourd. C'est lourd, ça se voit. On voit que vous avez passé des heures sur votre truc, à gommer, à regommer, à ceci, à repasser une couche d'acrylique par-dessus une autre couche d'acrylique et tout. Ça devient laborieux. Voilà, encore une fois, je vous le déconseille. Donc vous privilégiez le dessin d'observation, d'après nature, éventuellement du dessin d'après vidéo. Vous faites très rapidement des petits arrêts éventuellement. Mais vraiment, je vous déconseille de passer des heures sur typiquement un dessin de paysage fait d'après photo, quoi. Encore plus si c'est dans un pays ou dans un endroit où vous-même vous n'avez jamais été et du coup dont vous n'avez aucune idée des perceptions, des odeurs, des températures, de l'humidité, du vent, de tout ça. Bah si vous ne connaissez pas, je suis désolée, mais ça se verra. Alors là on arrive à la double page pareil, hein, où on sent que j'ai essayé de faire des efforts parce que je passe un concours d'animation, le fameux décomposé de mouvement. Alors, donc là j'ai décidé de le faire toujours sur la thématique de l'Inde, donc je suis partie sur une petite danseuse indienne. Celui-là, je me souviens très bien, je l'ai fait d'après vidéo, hein. Voilà, je n'ai pas fait ça d'après nature. Donc j'avais un peu fait stop, mais vraiment je le faisais au plus court possible, le plus rapidement possible. Et en tout cas, par contre, je me souviens que j'avais vraiment fait tout le décomposé comme ça, j'avais tout enchaîné, tous les poses. J'avais jamais utilisé une seule fois la gomme ou quoi, c'était je crobardais, hop, je refaisais avancer le truc et puis je faisais toute la série comme ça d'un coup. Je dis pas, je pense qu'après, à la mise en page, il y a dû avoir des trucs que j'ai gommés sur Photoshop, tu vois, des repentirs et tout, des traits qui commençaient peut-être à faire un peu trop brouillon, peut-être qui gênaient un peu la lecture et l'enchaînement des dessins. Mais par contre, sur le coup, clairement, j'avais absolument pas utilisé de gomme et j'essayais vraiment d'aller le plus vite possible, encore une fois, pour ne pas tricher, faire quelque chose qui avait un minimum d'intérêt. Alors le décomposé de mouvement, oui, c'est quelque chose qui en effet est assez courant dans les books pour du cinéma d'animation, parce que c'est pertinent hein, forcément de décomposer un mouvement quand on fait de l'anime. Maintenant, c'est pareil, comme je vous dis, essayez de privilégier finalement le dessin fait d'après nature, et puis si c'est pas possible, vous essayez aussi d'être le plus rapide possible quand vous faites pause. Essayez quand même de trouver des choses qui soient un peu intéressantes, tant qu'à faire. Choisissez aussi un mouvement qui correspond à quelque chose qui vous intéresse pour de vrai. Typiquement, si vous faites du skate, faites en effet un décomposé sur du skate. Si vous faites du basket, faites-le sur du basket. Si vous faites de la danse classique, faites-le sur la danse classique. Faites quelque chose qui soit quand même un peu en lien avec vous. Vous pouvez trouver n'importe quel type de mouvement qui puisse se rattacher à quelque chose que vous aimez. Même si c'est faire la cuisine, je suis sûre que vous pouvez trouver un décomposé de mouvement qui irait très très bien. Parce que ce sera aussi l'occasion finalement de parler de ça avec vous lors de l'oral. Ensuite, alors là, on passe un peu à
à des planches qui sont pas forcément d'un grand intérêt. C'est typiquement les planches que j'appelle les carnets d'autocollants. J'avais déjà parlé des carnets d'autocollants. Qu'est-ce que j'appelle les carnets d'autocollants? C'est des planches qui rassemblent des tas de petits dessins qui ne vont pas du tout les uns avec les autres, qui n'ont aucune cohérence les uns avec les autres. Certes, qui sont peut-être un peu mignons, mais qui font partie d'aucun projet et où on voit qu'il y a aucune... vous n'avez aucune suite dans les idées finalement quand vous faites ces dessins. Là, c'est un peu quand même le cas de ces trucs. J'ai mélangé des choses qui n'allaient pas du tout ensemble. Là, ici, par exemple, là, en haut, on a des dessins que j'avais fait pour un sujet d'illustration. Ok. Par contre, après, les autres en dessous, clairement, ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Hein. Là, les deux petites nénettes, bon, bah, c'est juste des dessins que j'avais fait comme ça. Lui, ici, c'était clairement un truc que je m'étais donné à faire pour tester Photoshop, en fait, parce que vous l'avez remarqué, jusqu'à présent, on est quand même que sur du tradi. Hein. Le numérique, il n'est pas hyper présent, et je crois d'ailleurs que c'est dans cette double page uniquement qu'on trouvera du numérique dans ce book. Alors là, cette page, je l'ai appelée « Dans le sac des filles ». En plus, c'est pas vrai, enfin, on ne voit rien du tout, il n'y a même pas un seul sac d'ailleurs. Il n'y a même pas un seul sac de filles, et on ne voit pas particulièrement quoi que ce soit qui soit dans le sac des filles. Bon, on sent là clairement que quand on n'a pas d'intention, encore une fois, c'est beaucoup plus difficile aussi de mettre des titres. Et donc sur la page de droite, là j'ai les petits-enfants. Les petits-enfants. Pas terrible hein, comme titre. Alors ça, je me souviens plus du tout. Je sais plus si à la base c'était pour un truc d'illustration. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux-là qui sont au milieu, ça c'est les premiers croquis que j'avais fait dans le genre. Et c'était pendant mes études d'illustration, mais je me souviens plus si c'était lié à un sujet ou quoi. Ça c'était du crayon de couleur. Et ensuite, pour compléter, pour en ajouter un peu, tout en restant quand même dans une même cohérence. Puis j'avais bien aimé ces premiers petits gosses que j'avais fait à l'époque. Du coup, je m'étais dit, oh bah tiens, ce sera facile de se remettre dans le bain à partir de ça. Et par contre, encore une fois, j'ai essayé d'ajouter un peu plus de numérique, un peu plus de Photoshop. Donc j'avais continué, un peu complété la série des petits-enfants avec du Photoshop. Voilà, mais ça, c'est mes tout premiers tests Photoshop. Et puis on voit bien d'ailleurs que en fait, je fais mes dessins toujours en tradi. On voit les petits refs de colirèse rouge. Donc je fais mes dessins en tradi, je les scanne et il n'y avait vraiment que la colo finalement que j'ai fait après sur Photoshop. Bon, c'est à peu près propre, hein, ça va, c'est pas trop dégueu. On continue, ici on a de curieux animaux. Là, ça commence vraiment à devenir non pour les titres. Là. Non, là, c'est un peu n'importe quoi. Alors ça, tout ça, je me souviens aussi, c'était un projet d'illustration, mais pas de cours d'illustration. C'était un projet que j'avais entamé avec une auteure qui m'avait proposé un projet, un texte qu'elle avait écrit elle-même. Et du coup, on avait commencé à plancher dessus, et puis finalement, ça s'est jamais fait. Mais ça faisait partie de toutes les premières recherches que j'avais fait à l'époque, en tout cas pour ce projet. Et on termine, ça pour le coup, ça c'était un devoir de cours d'illustration. Illustration d'après 2 nouvelles tirées du recueil Crise d'asthme d'Edgar Keret. J'avais fait un faux livre, une petite maquette, on devait faire une petite maquette en fait d'un faux livre où on devait carrément penser la couverture et tout. Là j'ai rien mis du tout, j'ai mis que ça. Et donc ça, c'est du crayon de couleur. Voilà, et donc on termine là-dessus. Je reviens un petit peu sur les titres, là, du coup. Je n'ai pas encore parlé des titres. Et de 1, la typographie. Essayez de choisir quelque chose de sobre et de relativement discret, quand même. Bon, là, il se trouve qu'en plus, moi, j'ai quand même un book qui est assez chargé, hein, que ce soit en couleur, que ce soit en motif. Donc, on va pas en rajouter non plus trop avec des titres et des typographies trop fantaisistes. Pour être sûr de ne pas faire trop d'erreurs, déjà vous choisissez une typographie qui soit sans empattement. Sans empattement, en anglais, c'est ce qu'on appelle aussi sans sérif. Okay, donc c'est les petits
les petits pieds qu'il y a au pied des lettres et puis parfois un peu en haut et tout, ça je vous conseille d'éviter, et de 1 parce que ça fait pas très très moderne en fait, ça fait un peu vieillot, et de 2 c'est vrai que ça alourdit encore un petit peu la typo, donc essayez plutôt de choisir quelque chose d'assez sobre. Ça doit pas non plus prendre trop de place hein, dans vos pages, c'est quand même le dessin qui est censé prendre le plus de place, c'est pas le texte qui est censé prendre le plus de place. Maintenant pour le fond des titres, et de 1, évitez au maximum d'avoir des titres qui décrivent les techniques que vous utilisez. Parce que nous, les jurés, on voit et on reconnaît ce que c'est comme technique. Mine de rien, on a de l'expérience, on a déjà aussi tous testé des tas de trucs, donc on voit en fait si c'est de l'aquarelle, si c'est du feutre, si c'est de l'encre de Chine et tout, bah on voit. Et du coup, c'est vrai que si vous précisez comme ça les techniques que vous utilisez, bah, très clairement, nous, en tant que jury, c'est un peu vexant finalement parce qu'on a l'impression que vous nous prenez pour des cons, quoi. Je vous déconseille de donner l'impression à votre jury que vous le prenez pour un con. Hein. C'est pas une position dans laquelle vous avez vraiment envie de vous retrouver lors d'un entretien quand même. Donc vraiment, évitez au maximum les titres qui décrivent les techniques, voire même parfois vous décrivez ce qu'on regarde, quoi. Vous décrivez, je sais pas moi, paysage. Bah oui, on voit bien que c'est un paysage. Donc ça, vraiment, vous évitez à tout prix. Éventuellement, pour ce qui concerne le modèle vivant, les nus et tout ça, vous pouvez en effet indiquer le temps de pause. Voilà. Mais et encore, hein, je vous l'ai dit au début, c'est pas non plus hyper nécessaire. Selon moi, les titres, ils ont leur intérêt principalement pour les projets perso. Et de 1, parce que, encore une fois, ça montre que vous avez une pensée globale sur votre projet, jusqu'au titre, et au sens que vous apportez au titre. Et puis aussi parce que ça permet de séparer justement les projets les uns des autres. Et puis qu'on voit bien que, ah non, là on n'est plus sur le même projet. Et à l'inverse que, là toutes ces planches, elles concernent ce projet. Donc moi ce que je vous conseillerais de faire en fait, c'est d'avoir une première page, on va dire, avec un beau titre, un petit pitch de ce que c'est ce projet, et éventuellement après vous répétez en effet ce titre mais en bien plus petit, en bien plus discret sur toutes les pages derrière qui concernent ce même projet. Et pour les titres, vous essayez en effet de trouver quelque chose qui a un petit peu de sens. Là on voit très clairement dans mon travail que qui s'y cœur s'y pique, quand on connaît un peu le texte et tout, ok, soit, pourquoi pas. Alors c'est discutable, hein, on peut parler en effet de mes goûts en termes de titres, mais disons que il y a une forme de sens et il y a aussi une forme de mystère un peu, hein, quand on entend juste ça comme ça. Bon, c'est pas vraiment encore ce que j'entends derrière ça, donc peut-être que ça va engager justement une conversation sur « Ah, et pourquoi est-ce que tu as décidé d'appeler ton projet comme ça ?» En revanche, clairement, on voit après que Viva España, Bollywood Party, les pitines enfants et drôles de animaux, non. Non, là moi je ne valide absolument plus du tout ces titres. On sent que j'ai essayé de... justement, on sent que j'ai essayé de trouver des titres qui finalement justifiaient le fait que j'avais mis ces dessins les uns avec les autres alors qu'ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres, que j'essaye d'apporter une forme de cohérence aux planches avec les titres, et que j'essaye d'apporter aussi une touche d'humour dans mes titres. En vrai, je trouve pas ça terrible. Hein. Donc là, franchement, je sais pas. Il aurait fallu... de toute façon, il aurait fallu que j'ai des projets, quoi, en fait. Au lieu de rassembler des dessins qui allaient pas forcément les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce book? Je vais commencer par les trucs négatifs, et puis je terminerai après par les trucs positifs. Et la première conclusion qu'on peut faire de ce book, c'est que très clairement, je ne connais absolument rien au cinéma d'animation. Il n'y a absolument aucune scénographie. Il y a 0 storyboard, il n'y a pas de color script, il n'y a même pas vraiment de mise en scène, ou il n'y a même pas un seul dessin finalement qui est dans un cadrage 16/9. Donc voilà, clairement, on est très loin quand même du cinéma d'animation. Donc on voit très bien que c'est un milieu qui m'est complètement étranger. Alors j'ai fait quelques petits efforts en effet, en essayant de faire un peu du turn, en essayant de faire un peu d'aller montrer quand même que je connaissais quelques outils un petit peu de l'anime, mais vraiment c'est vraiment hyper anecdotique. Bon, ça c'est la première conclusion qu'on peut faire. Deuxièmement, il n'y a pas vraiment de projet en fait. Il y a, oui, il y a des choses
de l'ordre du créatif et du personnel, mais on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de projet. C'est-à-dire que non seulement c'est pas des projets d'animation parce qu'il n'y a pas de storyboard, il n'y a pas de 16/9, il n'y a pas de pitch, tout simplement, il n'y a pas de pitch. On voit bien que là je raconte rien de particulier. Mais c'est pas non plus des projets d'illustration, parce que sinon c'est pareil, il y aurait eu aussi un chemin de fer. Le chemin de fer c'est l'équivalent du storyboard pour ce qui concerne l'édition, le livre. Il y aurait eu un chemin de fer, il y aurait eu des recherches de couverture, il y aurait eu des recherches de titres, des recherches de typographie, des recherches de mise en page et tout ça. Donc c'est pas non plus des projets d'illu, ni de BD, c'est pas non plus des projets de jeux vidéo, c'est pas des projets de jeux de société, voilà, c'est pas des projets. On voit bien que là, clairement, je n'ai pas un objectif précis et que je ne suis pas en train de chercher dans une direction précise. Je fais des dessins, mais il n'y a pas de projet. Donc ça, pour moi, c'est quand même hyper problématique. Voilà, c'est quelque chose qui manque cruellement, qui fait vraiment défaut à ce book. Deuxièmement, on voit bien aussi que c'est pas non plus un book hyper technique. Ok, ce qu'on appelle technique, en tout cas, il manque quelques outils un peu techniques, c'est-à-dire, il n'y a aucune perce. La seule perce un petit peu qu'il peut y avoir, c'est dans certains dessins d'observation que j'ai pu faire en voyage, où il y a un peu d'architecture et tout ça. Mais sinon, il n'y a aucun dessin où je trace des perces et des lignes de perces et où... Non, ça, il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus vraiment de posing très très audacieux, avec aussi peut-être un peu des raccourcis, des choses comme ça. Enfin, si, un tout petit peu, mais bon, c'est quand même aussi beaucoup de raccourcis graphiques. Il n'y a pas d'anatomie, hein, clairement. À l'époque, j'avais jamais fait d'anatomie ou de morphologie, tout ça, donc ça, il n'y en a pas. Et donc, on voit bien que j'ai pas, en effet, ce regard technique sur les articulations du corps, comme ça, il y a juste du modèle vivant. Mais bon, il n'y a pas du tout d'écorché ou quoi que ce soit. Et je terminerai que il y a quand même vraiment aussi très 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 peu de digital. Hein. Bon. On sent que j'ai essayé un petit peu, mais il y a vraiment très très peu de digital. C'était peut-être l'époque aussi encore, je sais pas. Maintenant, pour le positif. Le niveau de dessin d'observation, ça, il n'est pas trop mal, hein, ça va. Le dessin d'obs, ça se passe plutôt bien. Le niveau aussi de technicité en ce qui concerne les techniques traditionnelles, ça va aussi. On voit que je fais du dessin depuis un moment. Alors, soit, en effet, il n'y a pas vraiment de projet perso et clairement pas de projet d'anime. Maintenant, on sent quand même que j'ai essayé d'y mettre une certaine bonne volonté et que j'ai quand même essayé de travailler autour de petites thématiques comme ça que je m'étais donné. Donc un coup l'Espagne, un coup l'Inde, plus évidemment le diplôme d'illustration. Donc j'ai essayé quand même de donner un peu de cohérence et de travailler comme ça autour de petites thématiques. J'ai aussi essayé de ne pas dessiner que des personnages. On voit qu'à chaque fois j'essaye d'intégrer quand même au moins un peu de décor ou bien des éléments de décor, des animaux aussi, pour essayer justement de créer un petit peu ces petits univers. Donc on sent qu'il y a une bonne volonté. En termes de mouvement aussi, on sent quand même qu'il y a une certaine bonne volonté. Certes, je n'ai pas des posings qui sont du type Marvel, enfin voilà, des posings vraiment, ce que j'appelle les posings un peu audacieux, avec des angles de vue comme ça, un peu complexes et tout. Mais on sent quand même que j'aime bien travailler autour du mouvement, autour des attitudes, autour des poses, des expressions aussi, tout ça. Donc il y a quand même une forme d'énergie qui se dégage pas mal du book, que ce soit par la couleur, mais aussi surtout par le mouvement. Que ce soit des musiciens, des animaux, des danseuses de flamenco, des toreros, des danseuses indiennes, des petits singes, tout ça, même mes éléphants, enfin vraiment j'essaye de trouver du mouvement et des attitudes. Ce qui fait dire aussi que c'est pas non plus la toute première fois que je dessine ou quoi, c'est que on sent que j'ai quand même une certaine forme de cohérence en fait dans mon travail et dans mon regard. On sent que j'ai des références, typiquement. On sent que j'ai une forme de culture quand même déjà un peu artistique et qu'il y a certains... j'ai envie de dire certains motifs récurrents en fait dans mon travail. La couleur, le motif, mais aussi le graphisme, le travail de la silhouette, de la pose vraiment comme ça, très découpée, très en silhouette, qui est déjà là clairement.
On sent aussi d'ailleurs que j'essaye de tester des choses qui sont pas forcément toujours dans le même style, hein. Il y a des trucs qui sont un peu plus bizarroïdes, d'autres un peu plus mainstream. En conclusion, j'ai absolument aucune idée de ce que vaudrait ce book aujourd'hui devant un jury d'école d'anime. Ça dépendrait aussi probablement de l'école d'anime. Moi, personnellement, en tant que juré d'école, il y a des bonnes choses, mais il manque quand même énormément de scénographie, quoi. Là, ça, c'est un book que je pense je mettrais vraiment de côté. Et j'attendrai vraiment de voir les autres books des autres étudiants avant de décider si oui ou non l'étudiant intégrerait une classe, quoi. Et pour moi, ça manque vraiment beaucoup de scénographie. Alors, qu'est-ce que j'appelle scénographie? Du coup, pour vous montrer un exemple, qu'est-ce que j'appelle scénographie? Alors, là, je vais vous montrer notamment des exemples de pro, hein, là, notamment dans le artbook de Finding Nemo, studio Disney Pixar. Qu'est-ce qu'on peut avoir que j'appelle scénographie et qui serait un bon exemple à vous montrer? Tiens, voyons, rien que là, on a à la fois ce petit board, hein, un mini bout de séquence, 4 cases, je ne sais même pas si on peut vraiment appeler ça un board ni même un pré-deck, mais enfin, si, quoi, on voit en tout cas une séquence, et là, en plus, le concept un peu plus étoffé, un peu plus abouti en termes de couleurs, de lumière et tout ça. Ça, typiquement, voilà, ça c'est hyper chouette à avoir dans son projet. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il y en a plein hein, dans celui-là. Voilà, il y en a un peu à toutes les pages hein, au final. Pareil, on a aussi un petit peu de bornes, on a beaucoup d'expression, beaucoup d'expressivité. Et puis là, voilà, des dessins de mise en scène, toujours ce que j'appelle les dessins de mise en scène, c'est-à-dire les personnages dans leur environnement en train de faire quelque chose pour de vrai. Ils ne sont pas juste là posés, plantés dans un décor, ils font quelque chose. Là on se souvient très bien de cette scène, là on voit bien qu'il a une petite expression, on est aussi beaucoup là sur de la mise en scène, donc là on est sur du color script aussi hein, bien sûr. Et un autre exemple que je pourrais vous montrer, c'est aussi évidemment le travail de Hans Bacher, donc ça c'est son livre Dreamworld. Hans Bacher qui a beaucoup travaillé en anime, notamment d'ailleurs chez DreamWorks, mais pas que. Hop là, Hans Bacher c'est un concept artiste, c'est aussi un storyboarder, donc il a aussi beaucoup comme ça de boards, ou ça, est-ce que c'est vraiment un board, est-ce que c'est juste des petites images qui pourraient aider à faire un board, mais en tout cas là voilà, là on a du 16/9, là on a un format écran, là on sent qu'on est sur la scénographie de cinéma quoi. Même rien que ça. Même rien que ça en fait. Ok? Donc ça, clairement, c'est ce que je vous invite vraiment à ajouter à votre book pour vous démarquer. Parce qu'aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, j'ai aucune idée là, de ce qu'une école pourrait penser de mon book de 2009. Mine de rien, en 12 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses dans les écoles d'anime. Il y a de plus en plus d'écoles d'anime qui ont émergé. Et donc, ça veut dire qu'il y en a aussi qui se sont permis de devenir de plus en plus exigeantes dans leur sélection. Et donc, pour se démarquer, ça va être des étudiants qui vont se démarquer avec des éléments nouveaux dans leur book. Et clairement, aujourd'hui, la scénographie, le storyboard, le format 16/9, tu vois, le concept art et tout, et ça fait partie un peu des classiques quoi, à montrer. C'est même plus, j'ai presque envie de dire, c'est même plus une façon de se démarquer, ça fait même partie des classiques, quoi, des figures un peu imposées. Donc ne pas en avoir dans son book, c'est quand même vraiment risqué de se faire éjecter, quoi, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, avoir un petit univers, avoir un peu certaine aisance en dessin et avoir un petit univers, c'est plus forcément suffisant. Alors, encore une fois, ça dépend des écoles que vous visez, mais il y a des écoles, c'est plus suffisant, quoi. Alors peut-être éventuellement en prépa, peut-être à Gobelin, là, je rentrerai en prépa avec un book comme ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais même pas comment est-ce qu'on pourrait savoir, en vrai. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Donc je vous invite vraiment à mettre de la scénographie et des mises en scène dans votre book. Peut-être que vous n'aurez pas du storyboard pour tous vos projets, mais il faut quand même qu'il y en ait au moins un minimum à un moment.
Et des pitchs aussi. Des pitchs, là clairement vous avez vu, il n'y a aucun paragraphe de texte qui explique quoi que ce soit en fait. Même mon diplôme d'études, clairement j'aurais eu des choses à dire. Hein. J'ai rien mis du tout, il n'y a pas du tout d'intention, il n'y a pas du tout de... Ouais, d'intention qui est exprimée, donc ça je trouve que c'est hyper dommage quand même. C'est hyper dommage et je vous invite aussi quand même à ajouter... Alors c'est court, hein, ça sert à rien non plus d'en mettre des pages parce qu'en tant que juré on n'a absolument pas le temps de lire quand il y a vraiment beaucoup de texte. Mais juste des tout petits paragraphes comme ça, qui pitchent un minimum votre projet, l'histoire et un peu vos intentions en termes de à quel genre de public est-ce que vous vous adressez, quel genre d'émotion est-ce que vous avez envie de transmettre à travers ce projet. Voilà, c'est quand même pas mal et ça aide beaucoup les jurés à se mettre, à rentrer finalement dans vos projets, dans vos univers et dans votre personnalité au final. Voilà, donc ça ce serait le conseil que je donnerais en plus. Il faut vraiment essayer de penser cohérent et pertinent pour tout ce que vous faites. Là vous êtes en train de vous présenter à des gens, donc il faut savoir être pertinent, il faut savoir vous présenter sous en effet l'angle qui vous ressemble le mieux et qui vous représente le mieux, dire les mots qui correspondent le mieux à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de faire, à votre type de travail, et montrer les bonnes images. Voilà, ça paraît très logique, mais en fait, il faut vraiment essayer de garder ça en tête. Comment est-ce que je fais pour faire comprendre au mieux à quelqu'un qui ne me connaît pas qui je suis? Donc, on a vu dans le book que le but est en effet de montrer à la fois une sorte de panel de vos compétences, de montrer que vous avez été curieux, de montrer que vous êtes sorti de votre zone de confort, de montrer que vous avez expérimenté, testé des trucs qui vous étaient pas forcément familiers avant cette année de prépa. Donc ça c'est très bien, ça montre votre bonne volonté, votre dynamisme, votre ouverture d'esprit. Bon, maintenant, une fois qu'on a montré ça, bah, c'est quand même aussi intéressant de montrer parmi tout ça, qui vous êtes vous. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Est-ce qu'en effet vous êtes quelqu'un qui s'intéresse surtout aux mouvements, aux attitudes, au posing, au jeu d'acteur en fait tout simplement? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse plus au décor, aux ambiances, à la lumière, aux détails de décor, les props, tout ça, à donner vraiment une personnalité au lieu? Ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'intéresse surtout, bah, tout simplement, c'est ça, à la mise en scène, au storyboard, à l'enchaînement des séquences, au rythme d'un montage, au travail du son qui va aussi en parallèle du visuel et tout ça. Donc à vous aussi de mettre en valeur et de mettre en avant les travaux, les projets qui correspondent le mieux à ce que vous aimez faire et essayez aussi de monter un projet qui corresponde vraiment bien à ce que vous aimez faire. Typiquement, si vous êtes un fou furieux du décor, bah, essayez de faire un projet qui soit basé sur du décor, quoi, tout simplement. Et encore une fois, n'hésitez pas aussi à avoir des projets qui mettent en avant vos goûts, vos loisirs, qui peuvent être complètement en dehors du dessin ou du cinéma. Voilà, il y en a plein parmi vous qui avant ça faisaient des études scientifiques ou avaient un parcours plus scientifique et tout ça. C'est pas du tout à renier, vous pouvez complètement avoir un projet qui tourne autour de la science, autour de la biologie. Ça peut vraiment être plein de trucs. Donc essayez vraiment de vous exprimer et de vous présenter à travers vos projets et vos dessins. Je pense qu'on a à peu près fait le tour là en ce qui concerne les books, encore une fois pour les prépas là, qui vont tenter des concours pour entrer dans les écoles supérieures. Le dernier petit truc que je dirais, parce que souvent ça va un peu ensemble, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, souvent vous avez à l'envoyer en fait un peu en même temps que le book. Et donc la lettre de motivation, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire une lettre de motivation? Selon moi, une lettre de motivation, elle se conçoit en 3 parties. La première partie, c'est qui j'étais. Qui j'étais, d'où je viens. C'est-à-dire, en effet, bah, quelles étaient vos études avant de rentrer en prépa, d'où est-ce que vous sortez? Est-ce que vous sortez du bac? Est-ce que vous sortez de, je sais pas, d'un début d'études en médecine ou autre chose, peu importe. Donc, qui j'étais. Ce qui enchaîne aussi un peu à, du coup, pourquoi est-ce que je me suis intéressée au cinéma d'animation et pas seulement au dessin? Parce que vous auriez pu choisir de faire de la BD aussi, vous auriez pu choisir de faire les beaux-arts. Donc pourquoi le cinéma d'animation? Est-ce que vous avez vu un film qui tout d'un coup un jour a fait un déclic? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui aussi vous a
parler, et pareil, vous avez eu un déclic. Qu'est-ce qui a fait que... C'est quoi le chemin entre votre bac S ou vos débuts d'études en médecine et le fait que vous vous retrouviez en prépa à Nîmes aujourd'hui? Comme ça permet d'arriver à qui je suis aujourd'hui. Donc, vous mentionnez le fait que vous étiez en prépa à Nîmes cette année, et puis parlez aussi du coup de ce que ça vous a apporté cette année de prépa. Est-ce que vous avez découvert des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont été confirmées? Des envies? Vous pensiez que vous étiez nul en design de personnage et vous étiez fort que en décor et en perse? Bah en fait vous vous rendez compte que non, pas forcément. Vous êtes peut-être aussi bon en personnage, voire peut-être meilleur en perso, ou encore une fois l'inverse. Mais en tout cas voilà, essayez d'exprimer assez rapidement, c'est pas la peine de rentrer vraiment dans les détails des détails, mais essayez d'exprimer ce que ça vous a apporté cette année de prépa. Et la dernière partie, c'est qui je voudrais être. Donc maintenant que vous avez pris conscience de tous ces trucs cette année en prépa à travers les exercices, bah, qui je voudrais être, qu'est-ce que je voudrais faire grossièrement, hein, comme genre de boulot. Est-ce que je veux bosser en effet dans l'industrie de l'anime? Est-ce que je veux bosser en studio? Est-ce que mon rêve c'est de bosser sur des prods à gros budget, à gros moyens? Ou bien est-ce que vous vous sentez plus partir vers un travail un peu plus arty, un peu plus auteur, un peu plus expérimental aussi peut-être? Voilà, encore une fois, c'est de manière assez grossière, hein. On ne vous demande pas encore d'exprimer quel poste précis vous voulez avoir, sur quelle prod et avec quelle personne vous voulez absolument travailler, mais grossièrement, en gros, est-ce que vous êtes plus du genre industrie de l'anime ou est-ce que vous êtes plus du genre auteur? Et donc, évidemment, pourquoi est-ce que vous ciblez cette école pour atteindre cet objectif? Okay. Donc c'est pas la peine d'expliquer aux écoles quel est leur programme, que ce soit dans la lettre de motivation ou que ce soit à l'oral après. C'est pas la peine d'expliquer aux écoles, alors oui, parce que vous faites plutôt ça et vous faites plutôt ça. Ça, généralement, c'est toujours assez mal pris aussi. Les écoles, elles savent très bien quel est leur programme et elles n'ont pas besoin que vous le leur expliquiez. Mais par contre, que vous disiez j'ai repéré tel film qu'avait fait tel étudiant en telle année de votre école et tout, et alors ça j'ai vraiment adoré, j'ai vu que il y avait une grande diversité dans les films de vos étudiants et que du coup on pouvait envisager n'importe quelle technique possible, ça m'intéresse beaucoup. J'ai vu que la majeure partie de vos étudiants aujourd'hui faisaient partie des studios et des productions qui me font rêver. Voilà, bon ça c'est des choses qui sont acceptable et qui justifie bien pourquoi est-ce que vous vous adressez à telle école pour atteindre les objectifs qui sont les vôtres. Sachant que, je répète, vous n'êtes vraiment pas, encore une fois, en train de signer un contrat avec votre sang ou de graver quoi que ce soit dans le marbre. Vous aurez encore tout le temps de changer d'idée, d'évoluer, de faire d'autres choses. Mais pour l'instant, on vous demande qu'est-ce que vous voulez là, maintenant, aujourd'hui, à l'heure qu'il est. Donc la lettre de motivation, au final, c'est un peu comme si c'était finalement le plan de votre discours à l'entretien oral. Vous pouvez le considérer un peu comme ça. D'où je viens, qui je suis aujourd'hui, qui je veux être plus tard. Vous avez le droit aussi un peu d'y mettre un peu de personnalité, vous avez le droit dans votre lettre de motivation d'avoir un peu un ton, vous avez le droit d'y mettre un peu d'humour. Attention quand même, hein, on n'est pas non plus familier. Ça aussi, vraiment, à travailler avec les profs, à travailler avec plusieurs profs, se faire relire par plusieurs profs. Vraiment, mais attention aux fautes d'orthographe, et ça c'est valable aussi dans votre book, dans les pitchs et dans les titres. Vraiment, mais faites-vous relire par autant de personnes qu'il faut, mais vraiment, faites très attention aux fautes d'orthographe, parce que ça décrédibilise vraiment votre travail, et c'est vraiment gênant, en fait. Alors, il y a peut-être certains jurys qui disent que bon, c'est pas trop grave, mais si vous tombez sur des jurys comme moi, ça gêne vraiment beaucoup. En tout cas, voilà, ce sera ma première vidéo YouTube. J'espère que ça vous aidera. Si ça vous plaît, cette idée que je fasse comme ça de temps en temps des petites vidéos sur YouTube, surtout n'hésitez pas à mettre des commentaires soit pour réagir à ce que j'ai montré, soit pour poser des questions. Sinon, à part ça, j'ai peut-être l'intention aussi de faire du coup une seconde vidéo qui soit peut-être plus sur les oraux. Après voilà, si vous avez genre plein de questions et que vous préférez que je fasse une vidéo où je réponds finalement plus à vos questions et tout, le but c'est vraiment de faire des vidéos qui vous servent. Je me suis dit que peut-être YouTube ce sera en effet un bon truc, parce qu'au moins les vidéos elles sont toujours là, vous saurez toujours les retrouver, et puis mine de rien souvent il y a quand même des questions qui sont assez récurrentes, qui sont assez semblables, et je pense que ce serait plus efficace si je pouvais faire une vidéo qui parle à tout le monde en même temps.
Mais voilà, faut que ça vous serve. Faut pas que je réponde à des questions que vous vous posez pas. Peut-être aussi que je vais lier en fait le compte Instagram avec cette chaîne YouTube. Comme ça, pourrait y avoir aussi un peu des questions croisées comme ça entre les deux médias. Voilà, et je vous souhaite plein de bon courage, je vous dis à bientôt en classe. Donc plein de bon courage pour tout ça, j'espère que ça va vous aider et puis je vous fais plein de bisous. Ciao ciao!